Merci de nous rejoindre sur Al24 News et bienvenue aux Pros de l'Écho. Au nom de toute la rédaction et de l'équipe des Pros de l'Écho, je tiens avant tout à vous présenter nos meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année. Une année qui succède à une autre et dont nous allons tenter d'en faire le bilan économique ce soir. Que faut-il en retenir? À qui faut-il distribuer des bons ou des mauvais points? Qu'est-ce qui n'a pas marché? 2024 n'a pas été une année facile pour les petits porteurs comme pour les gros. Le panorama économique mondial a réservé bien des surprises, mais l'attention des donneurs d'ordre dans les quatre coins du monde s'est focalisée sur la stabilisation d'une économie soumise à toutes sortes de chocs depuis 5 ans désormais, et dont il a fallu cerner les priorités, parfois au détriment de la croissance pour certains pays dont les fondamentaux ont changé depuis que la donne économique mondiale a changé. La rétrospective économique de l'année 2024 donnera lieu ensuite à une projection sur les défis à venir en 2025, y compris en Algérie, que nos experts tenteront de décortiquer ce soir sur ce plateau. Pour vous, comme chaque semaine, les Pros de l'Écho s'emparent du dossier. Pour cette première Pro de l'Écho de l'année 2025, j'ai le plaisir d'accueillir sur mon plateau une belle brochette d'experts, à commencer par vous, Dr Mostafa Mekidech. Vous êtes expert international en économie et en énergie. Bonsoir, meilleurs vœux, docteur. Tazada, merci de nous avoir invités tous les trois d'ailleurs. C'est un plaisir. Docteur Mohamed Bacha également sera avec nous, expert international en économie, ancien ministre algérien de l'Industrie. Docteur Mohamed Bacha, bonsoir, meilleurs vœux à vous également. Merci, meilleurs vœux également. Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1, sera ce soir sur le plateau avec nous. Bonsoir Nazim, meilleurs vœux également à vous. Merci, meilleurs vœux aussi à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices et meilleurs vœux à mes camarades pour cette nouvelle année. Merci messieurs. Alors avant d'entamer le débat, comme à chaque fois, plantons le décor avec ce sujet signé rédaction des Pros de l'Écho concernant le panorama économique de l'année 2024. On revient juste après ça. Lutte contre l'inflation, croissance qui tâtonne et poids des tensions géopolitiques. Tels ont été les contours de l'économie mondiale en 2024. Une année qu'on disait pourtant celle de la reprise, si ce n'était un certain nombre de paramètres exogènes venus fausser quelque peu les calculs et les prévisions des experts. 2024 aura été l'année des banques centrales. Partout dans le monde, les Argentins ont donné plusieurs tours de vis à leur politique monétaire pour barrer la route à une inflation en roue libre depuis 2023, avec à la fois des effets dévastateurs sur le pouvoir d'achat et la croissance. Dévaluation monétaire, taux d'inflation yo-yo dans plusieurs pays. La Banque centrale turque, à titre d'exemple, n'a pu abaisser son taux directeur que cette semaine et pour la première fois depuis février 2023 pour le ramener à 47,5%. Cette croissance justement prise en tenaille entre les impératifs de la stabilité financière et la prudence qui a caractérisé l'action du secteur des investissements qui s'est contracté face à la hausse de l'épargne. 2024 aura également été l'année où tous les regards étaient suspendus à l'évolution des premières économies du monde dans un contexte où les soldes commerciaux des États-Unis et de la Chine sont restés tributaires de facteurs macroéconomiques avant tout internes, de l'aveu même du Fonds monétaire international. L'excédent commercial croissant de la Chine et le déficit commercial grandissant des États-Unis observés depuis la pandémie ont ravivé les préoccupations relatives aux déséquilibres mondiaux et nourri un intense débat autour de leurs causes et de leurs conséquences. On craint de plus en plus que les excédents extérieurs de la Chine résultent de politiques industrielles visant à stimuler les exportations et à soutenir la croissance économique sur fond de demande intérieure atone. Certains observateurs redoutent que les surcapacités qui en résultent puissent conduire à un choc chinois 2.0, c'est-à-dire à une hausse des exportations qui déplacerait les travailleurs et pénaliserait l'activité industrielle ailleurs.
Pour l'Europe et la zone euro, 2024 aura été une année tumultueuse avec des taux de croissance historiquement bas pour les pays locomotives et à leur tête l'Allemagne et la France, où des questions sur la viabilité des modèles industriels subsistent depuis que la donne énergétique a changé au lendemain du déclenchement du conflit en Ukraine. Avec un prix moyen du baril de Brent en baisse au quatrième trimestre 2024 selon les dernières estimations, et malgré les abcès sécuritaires au Moyen-Orient, la transition énergétique et la migration partielle vers les ENR ont encore fait du chemin en 2024, laissant entrevoir des lendemains prometteurs dans ce domaine, notamment en Algérie, pays doté d'une feuille de route sérieuse, avec pour objectif la réduction de la consommation domestique du gaz naturel et son remplacement par des sources renouvelables. Grâce à des réformes structurelles audacieuses, l'économie algérienne a quant à elle affiché de bons résultats durant l'année écoulée, avec à la clé un taux de croissance supérieur à 4% et des perspectives prometteuses en matière d'industrie et de manufacture, agriculture, mais aussi en matière de start-up et d'économie de la connaissance. Des performances saluées par les institutions économiques et monétaires internationales, mais qu'il convient de consolider en 2025 par de nouveaux investissements dans les secteurs stratégiques et une nouvelle approche en matière de gouvernance et de gestion modernisée. Place au débat, sans plus tarder avec vous, messieurs les experts. Qu'avez-vous pensé du rendement de l'économie mondiale en 2024 d'un point de vue macroéconomique? La parole est à vous, Nazim Sini. Alors écoutez, d'abord, il faut dire que l'année 2024 a été assez décevante parce qu'elle était censée représenter l'année du rebond suite à la contre-performance de 2023. On s'attendait en fait à une sortie post-Covid avec une reprise assez forte de l'économie mondiale. Et lorsqu'on pose le panorama de l'ensemble des pays, on voit qu'il y a des disparités selon les régions du monde. D'abord, il faut noter que l'économie mondiale a enregistré une moyenne de sa croissance de près de 3%, entre 3 et 3,2%, ce qui est 2 fois moins qu'il y a 20 ans. Oui. Si vous prenez les mêmes chiffres en 2004 ou 2005, l'économie mondiale a enregistré des taux de croissance avoisinant les 5 voire les 6%. Et on aussi se pose la question, si vous voulez, aujourd'hui on va dire de deux spécificités de l'économie mondiale. C'est qu'on est face à des surcapacités de production, donc à un essoufflement de l'appareil productif et donc à des ruptures au niveau de l'offre. Et de l'autre côté, à une faiblesse de la demande, ce qui induit justement à une baisse de la productivité, une baisse de la production et donc une montée du chômage un peu partout dans le monde. On se souvient durant l'automne dernier avec ces chiffres aux États-Unis, avec une hausse du chômage, donc des créations d'emplois qui ont été moins importantes. La bonne nouvelle, si on peut tirer quelque chose de positif de cette année 2024, c'est évidemment que la croissance a été tirée par les pays émergents, dont l'Afrique, dans l'Algérie, dont on va revenir, évidemment, la zone MENA, l'Asie. Alors pour l'Asie, c'est assez timoré. Pourquoi ? Parce que la Chine montre des signes d'essoufflement. J'en parlais justement récemment avec mon ami Dr Bacha, où on disait que la Chine ne peut plus produire des taux de croissance supérieurs à 9%. À 9%, voilà, même oui. 9-10%, oui. C'est ce qu'elle nous avait habitués durant les années 2006, 2007, 2008, etc. Est-ce que nous sommes arrivés à un sommet de notre capacité à produire de la valeur ajoutée? C'est toute la question que l'on va se poser, non pas pour l'année 2025, mais même pour les 10 prochaines années. Staffan Mekidesh, votre propre bilan de l'année économique 2024. Oui, alors ça, de mon point de vue, ça aurait pu être pire compte tenu des bouleversements en cours géopolitiques et l'ensemble des sanctions qui ont été prises par les grands pays, les uns contre les autres, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis, mais pas seulement. Et tout ça, donc ça aurait pu être pire. Donc c'est une croissance globale de 3,1%, donc qui est retenu comme étant Sadaki. On aurait pu s'attendre à pire, c'est vrai. C'est ça, on aurait pu être pire. Ouais. Et c'est en tout cas moins bon que la décennie précédente, en moyenne. Et pour la projection pour 2005, ça restera à peu près au même niveau. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Donc, mais par contre, il y a un élément positif, c'est la désinflation. Donc, il y a eu une baisse de l'inflation qui nous a profité, nous aussi d'ailleurs, parce que on a enregistré chez nous, et ça, c'est un élément important. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que il faut quand même connaître la typologie de des acteurs principaux. Alors, toujours en tête, donc nous avons donc les États-Unis, donc qui ont 26 000 milliards, si vous voulez, de PIB, donc il faut bien l'enregistrer. Et juste à côté, c'est la Chine,
qui est donc deuxième, mais qui va probablement, d'ici 1 ou 2 ans, donc dépasser, donc elle est à 21 000 milliards. Et puis ensuite, les outsiders, le Japon qui revient. Oui. Le Japon qui revient, puisque l'Allemagne l'avait dépassé. Et là, donc, le Japon revient. D'ailleurs, il reviendra en Algérie, c'est un scoop que je vous donne. Donc, il y a une grande délégation japonaise. Je suis président du club d'affaires Algérie-Japon, oui, qui viendra au mois de février pour pouvoir, avec donc une délégation de grands responsables de l'industrie japonaise, pour pouvoir donc revenir. Voilà qui est une bonne nouvelle donc ça, pour entamer cette année. Oui. Voilà. Et pour les outsiders, donc Japon-Allemagne, donc lorsqu'on parle donc, de l'Inde qui va arriver au niveau de la Chine, on en est encore bien loin. Donc je pense que cette équation restera une équation au moins pour une décennie ou 2 décennies dans ce rapport de force que je vous ai indiqué. Mohamed Bacha, même question. Oui, bon, l'année 2024 était une année qui était prévue relativement comme une année de relance ou de transition par rapport à ce qu'a connu le monde suite au Covid et aux perturbations dues à la guerre en Ukraine et le conflit ukrainien. Et ça qui s'est encore aggravé avec ce qui se passe au Proche-Orient. Donc effectivement, il y a une perturbation générale des voies maritimes, des chaînes d'approvisionnement. Et ceux qui en ont le plus pâti, je crois que ce sont les Européens, oui, puisqu'ils enregistrent un taux qui est proche de zéro. Donc notamment l'Allemagne, qui subit le contre-coup de l'alimentation en énergie, donc en gaz, et quand même la décision récente du RSS qui va arrêter complètement le... On va en parler en deuxième partie d'émission. Effectivement. Ouais. Donc les enjeux deviennent extrêmement importants. L'un des faits majeurs 2024, c'est le retour de Trump aux États-Unis, oui, donc qui va marquer un peu un durcissement de la position américaine par rapport à des pays concurrents comme la Chine. Probablement que le conflit russo-ukrainien va vers sa résolution, probablement, avec les relations qu'entretient Trump avec la question se pose. Bon, probablement, 2025, oui, de ce qui se passe au Proche-Orient, on peut penser qu'il y a des signes qui ne sont pas trompeurs sur une détente du côté de l'Ukraine, et donc avec une acceptation d'Ukraine des conditions russes. Donc le monde est en train d'évoluer. Les enjeux géopolitiques, je pense, seront encore plus durs avec l'arrivée de la nouvelle administration américaine, donc qui va pousser beaucoup de pays dans le retranchement. C'est First America, donc oui, sans état d'âme, appliquant des taux de douane extrêmement élevés pour bloquer les concurrents, les Chinois, y compris les Européens, sur un certain nombre de secteurs où les Américains souhaitent garder la main. Donc globalement, les enjeux vont devenir encore de plus en plus durs. Il y a un sentiment d'insécurité générale qui s'instaure dans le monde. Et en même temps, beaucoup d'incertitudes sur ce que pourrait advenir en 2025. Donc les moments de flou, disons stratégiques, restent encore persistants, je pense, pour les mois et les années qui viennent. Merci Mohamed Bacha. Nazim Sini, alors d'emblée, nous le savions, hein, que la lutte contre l'inflation allait conditionner les politiques monétaires et économiques de plusieurs pays afin de retrouver un semblant, un minimum de sérénité, d'où les perspectives de croissance un peu en berne, notamment pour la zone euro. 12 mois après, quel bilan faut-il tirer, et là aussi, de la stratégie des resserrements des taux pratiqués par les banques centrales? Écoutez, c'est un bilan plutôt mitigé. Pourquoi? Je m'explique. Alors, effectivement, la volonté première des banques centrales, surtout la BCE, la Banque centrale européenne, c'était de combattre l'inflation. Donc, l'objectif a été atteint, puisque actuellement, l'inflation, même l'inflation sous-jacente, est entre 2 et 2,5% dans la zone euro. Donc ça, c'est un objectif qui a été atteint. Mais vous savez, quand vous reposez votre économie sur l'endettement, et que l'ensemble des investissements reposent sur de l'emprunt et que le coût de cet emprunt explose ou devient carrément inaccessible pour les entreprises, ben vous allez en fait gripper la machine économique de votre pays ou de la zone dans laquelle se situent vos industries. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des industriels européens n'ont pu non seulement pas investir, parce que les taux d'intérêt étaient extrêmement élevés et donc le taux de crédit était inaccessible pour eux, mais en plus, ils faisaient face à une faiblesse de la demande. Pourquoi? Parce que le consommateur européen, que ce soit dans le domaine automobile, dans le domaine même de la consommation des produits courants, a préféré
thésauriser, donc épargner, plutôt que de consommer. Pourquoi ? Parce que c'est en fait un phénomène psychologique connu. Quand vous évoluez dans un pays où vous avez des incertitudes, notamment économiques, avec une pression du chômage, vous n'avez pas de visibilité sur l'activité économique, vous avez tendance à épargner plutôt qu'à consommer pour prévoir justement des futurs chocs à venir. Et juste pour vous donner l'information, les seuls pays qui vont tirer la croissance de l'Union européenne, c'est l'Irlande et l'Espagne. Et puis Malte, dans une moindre mesure. Il y a aussi Portugal qui s'en sort un peu mieux qui revient, mais au prix de lourdes réformes, puisque c'était un pays qui avait un taux d'endettement qui frôlait les 120%. Aujourd'hui, les vraies incertitudes qui pèsent... On parle également de la Grèce, qui retrouve une deuxième santé économique. Qui retrouve un peu de couleur, tout à fait, et qui est en train de revenir dans le bassin méditerranéen. Mais les vraies incertitudes, elles pèsent sur 3 pays. Essentiellement, c'est l'Allemagne, qui a été le moteur économique de l'Europe, la France, évidemment, qui a connu une perturbation politique, qui a eu du mal à mettre en place un gouvernement, et puis l'Italie. Sans oublier la Grande-Bretagne, qui certes ne fait plus partie de l'Union européenne, mais ça reste un pays européen. Mais eux, ils payent, si vous voulez, leur politique du Brexit. C'est clairement ça. Je pense qu'il y a eu un calcul politique qui a été fait à l'époque, et on n'avait pas anticipé l'impact et ce qui allait se passer sur l'économie anglaise. Mostafa Mekidash. Oui, moi je vais dans ce sens-là. Il paye, à mon avis, il y a un argument en plus qu'il faut voir, c'est qu'il paye le laxisme monétaire post-Covid. Prenez et payez plus tard. Alors que la Banque centrale européenne aurait dû donc être très prudente. Et elle paye donc des latitudes d'imprudence vis-à-vis d'un certain nombre de pays, notamment la France, mais pas que, l'Allemagne aussi, donc, où il y a eu, donc, on a été donc essayé de faire un peu du camouflage, absolument. Voilà, le quoi qu'il en coûte. Bon, on prend l'argent et puis on verra après. Résultat des courses, c'est qu'on se retrouve avec des niveaux d'endettement qui ont des impacts politiques lourds avec la montée du protectionnisme et du nationalisme et des nationalismes qui se traduit sur le plan politique par la montée de l'extrême droite. Pas uniquement en France, mais également dans d'autres pays clés. L'Italie, c'est déjà fait. L'Italie, c'est déjà fait. L'Autriche, absolument. Et l'Allemagne, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Alors tout ça, donc, fait que l'horizon, si vous voulez, devient de plus en plus compliqué. D'autant qu'il va falloir répondre d'abord, notamment en France, à des besoins sociaux qui n'ont pas été couverts. Et dernière mauvaise nouvelle, c'est que sur le plan énergétique, les consommateurs vont devoir payer plus cher puisque le dernier gazoduc qui est alimenté de Russie un certain nombre de pays européens a été arrêté. Alors donc, on va en parler. Et là, on voit donc Trump, lui, voit ça comme un effet d'aubaine. Il dit maintenant, vous allez m'acheter mon GNL au prix que je considère comme étant celui que vous devez payer. Alors tout ça fait que les facteurs d'incertitude sont encore nombreux pour l'Europe. Mohamed Bacha. Oui, la question. La même question alors concernant le bilan que vous faites 12 mois après cette stratégie des resserrements des taux pratiqués par les banques centrales. Non, effectivement, le résultat sur le plan de la maîtrise de l'inflation est là. Mais sur le plan, ce qui peut contraster un peu avec la réalité vécue par les populations, y compris en Europe, où les prix d'un certain nombre de denrées, du secteur qui sont encore très élevés. Donc le coût de la vie constitue véritablement l'enjeu majeur dans ces pays-là. Et peut-être les économies européennes négocient finalement sur le plan social une atténuation des revendications, peut-être des révoltes qui pourraient surgir ici et là pour cause de prix et de coûts de la vie extrêmement élevés. Donc sur le plan du terrain, effectivement, ce qui se passe en Europe en termes de croissance ne suffit pas pour générer un redressement économique suffisant pour permettre aux populations de revenir à leur niveau de vie antérieur. Par rapport à un niveau plus global, notamment les pays en voie de développement, finalement, cela nous indique qu'on reste toujours dans une économie mondiale à 2 vitesses au moins. Donc les pays développés qui traînent un peu l'économie mondiale et qui en sont un peu la locomotive, les résultats aux États-Unis sont assez intéressants pour un pays mature avec un taux de croissance de 2,8% prévu pour 2024 probablement. Un retour des secteurs stratégiques dans le numérique fait que l'économie mondiale reste encore tirée par des pays comme les États-Unis qui dominent entre 25 et 30% du PIB mondial. Donc c'est des économies qui sont extrêmement puissantes, extrêmement bien structurées, qui arrivent à absorber les chocs.
ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays, notamment en Afrique, qui subissent un peu le contre-coup de la démographie, où les pressions sont extrêmement élevées. Et il y a une jeunesse qui est extrêmement impatiente. Et je pense que les pays africains ont des défis structurels à relever dans le redressement de leur propre économie, pour ne plus dépendre d'une manière aussi importante de la demande qui se trame dans les pays développés et en Chine, qui connaît un ralentissement relatif, mais qui reste à un taux relativement qui n'est pas négligeable. À 4,8 ou 4,5, l'économie fonctionne très bien. Le problème de la Chine, c'est qu'ils étaient à des niveaux extrêmement élevés. Et donc, probablement, ce taux ne révélerait pas, de mon point de vue, un affaiblissement du modèle chinois, mais beaucoup plus une maturation, une maturité du modèle qui arrive au niveau des pays développés, qui se développe à des taux acceptables de 2%. En plus, donc, le marché intérieur chinois, donc, qui va être, si vous voulez, par rapport donc, aux exportations qui ont diminué, qui va, et qui a été la politique d'ailleurs. Absolument. Voilà, donc la Chine, c'est un pays mature maintenant. Et c'est septembre, à mon avis, cet indicateur qui permet de dire cela. Ce n'est pas beaucoup plus le ralentissement ou l'affaiblissement du modèle chinois qui reste extrêmement vigoureux. Et en même temps, on l'a vu, il y a un problème de gestion de la crise immobilière qui reste encore persistante chez eux. Mais en tout état de cause, pour nous, en tant que pays en voie de développement, nous avons l'obligation de mieux nous armer pour pouvoir répondre à ce type de soubresauts, que ce soit la pandémie ou les crises militaires comme cela se passe en Ukraine ou ailleurs, pour pouvoir réellement améliorer notre niveau de résilience et pouvoir faire face aux chocs mondiaux qui ne devraient pas laisser sur le carreau les pays en voie de développement, et qui puissent émerger et sortir un peu la tête hors de l'eau pour qu'ils puissent naviguer peut-être aussi facilement peut-être que le font les pays développés qui font peut-être un peu la pluie au beau temps au niveau de l'économie mondiale. Nazim Sini, alors l'inconnu numéro 1 qui n'a pas peut-être été pris en compte par les experts, ou pas suffisamment en tout cas, reste l'accélération des transformations géopolitiques marquées par de nombreuses escalades sur le plan militaire, notamment au Moyen-Orient. Les conséquences, on les connaît déjà. Pourtant, il y a très peu d'effets sur le prix du baril de pétrole. Est-ce que 2024 aura été l'année d'un baril qui se stabilisera désormais entre les 70 et $80 ? Et si oui, pourquoi cela ? Nous avons avec nous un expert de l'énergie, donc M. Mekides, on va lui donner la parole, qui sera justement mieux placé pour vous répondre. Mais moi, à mon sens, vous savez, ça c'est une observation qui a fait consensus, c'est que le marché pétrolier, le marché énergétique commence en fait à se décorréler des chocs géopolitiques. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans le monde aujourd'hui, si vous avez une demande qui est vigoureuse, les prix vont continuer à progresser. En fait, tout est lié maintenant à des phénomènes plus économiques et macroéconomiques plutôt qu'à des phénomènes géopolitiques. Il suffit de voir ce qui s'est passé lorsque l'Iran a envoyé des drones sur l'entité sioniste. Il y a eu très peu, la plupart des analystes prédisaient une explosion du baril à plus de $100. Il n'en était pas du tout le cas, il ne s'est rien passé. Pareil, lorsqu'il y a des chocs, notamment entre la Russie et l'Ukraine, quand vous avez des reprises des hostilités, pareil, le marché énergétique ne bouge pas. Donc on sent aujourd'hui qu'il y a une décorrélation totale entre ce qui se passe dans le monde et le marché énergétique. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est que ce marché-là, aujourd'hui, est en plein balbutiement. Pourquoi ? Parce qu'on voit que le monde est en train de se décarboner. Donc aujourd'hui, il est à 20% à peine. Il le sera dans les 10 prochaines années à plus de 50%. Et donc, ça veut dire que vous êtes face à un changement, il y a une transformation de modèle économique. Voilà, une dynamique avec les ENR, avec notamment des pays qui veulent se lancer dans d'autres sources d'énergie, l'hydrogène, etc. Et ce qui fait que là, on est face à une reconfiguration des puissances énergétiques. Parce qu'aujourd'hui, malgré que nous avons des réserves mondiales qui sont de plus en plus importantes, je pense pour l'Algérie, pour des pays producteurs comme l'Arabie Saoudite ou la Russie, mais est-ce que dans 50 ans, ces réserves-là auront une valeur sur le marché ? C'est là que se pose la question. Et moi, je reste persuadé... Du moins, est-ce qu'ils auront la même valeur qu'avant ? Exactement. Moi, je pense que pour les 5 prochaines années, d'ici 2030, on aura un baril qui va aussi entre 90 et $100. Mais la vraie question se posera après 2030. La question sera posée à Mostafa Mekides juste après une courte pause que nous allons marquer de suite avant de revenir au débat. Mesdames et messieurs, restez avec nous.
De retour sur le plateau des pros de l'écho, mesdames, messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes en train de faire le bilan économique de cette année 2024 qui vient de s'écouler avec les experts sur le plateau des pros de l'écho. Mostafa Mekidesh, nous parlions tantôt de cette donne énergétique qui, selon Nazim Sini, est désormais décorrélée de la donne géopolitique. Oui. Nazim Sini nous a dit à la fin, dans sa conclusion, que le problème se posera en 2030. Oui. 2050. Ah, moi j'ai dit 2050. Non, 2050. Non, mais tu avais dit 2030, c'est enregistré. Peut-être à partir de 2030. Mais en vérité, il se posera en 2050. Oui. Et je pense qu'il faut bien clarifier la donne. Regardons le passé, ce qui s'est passé. L'Allemagne, champion de la transition énergétique, parce que là on parle vraiment de la problématique de la transition énergétique, sort après Fukushima, considère que l'énergie électronucléaire doit être abandonnée. Après une impulsion politique Voilà. des Verts en Allemagne. Évidemment, il y a un rapport politique où les Verts étaient puissants, et le reste d'ailleurs. Oui. Et puis ensuite, on a dit donc l'éolien, le solaire, etc. va régler le problème. Résultat des courses, pendant ce temps-là, donc il y a eu un changement de paradigme. On a commencé par le gaz, à revenir vers le gaz avec Nord Stream, donc qui a été 1 et 2, oui, qui a donné des avantages comparatifs à l'industrie allemande. Et puis ensuite, avec ce qui s'est passé donc en Ukraine, on revient aussi au charbon. Oui. L'Angleterre, la même chose, donc elle a autorisé, alors que c'était interdit, le Premier ministre britannique a donné des permis de forer en eau profonde en mer du Nord. On revient. Donc, ce que je veux dire, finalement, la solution, c'est la Chine qui l'a donnée. Elle a dans son basket énergétique, dans son panier énergétique, les hydrocarbures, le charbon, l'éolien et aussi donc tout ce qui est photovoltaïque, où elle est champion du monde. Ce qui s'appelle faire feu de tout bois. Alors donc, pour nous, on ne va pas être plus royaliste que le roi. Je pense que nous avons des réserves en gaz de schiste qui sont les troisièmes du monde. Et je ne crois pas qu'on va les laisser pour en perdre des profits. Il va falloir qu'à un moment donné, qu'elles soient utilisées. Déjà, donc l'Australie commence a suivi l'exemple des États-Unis. Donc, elle exploite son gaz de schiste. L'Argentine. Donc ça, c'est à un moment donné, donc on va devoir le faire avec le principe. Veut miser également encore sur le gaz naturel. Mais les niveaux de consommation et le développement industriel de l'Algérie va faire en sorte qu'à un moment donné, si on reste, si vous voulez, dans l'exploitation, si vous voulez, des gaz conventionnels, on va devoir arbitrer, du coup à 2035 peut-être, donc à arbitrer entre le marché national ou bien l'exportation. Nous avons également parce que nous avons des ambitions industrielles qui vont être fortement utilisatrices d'énergie. Et nous avons également un intérêt réel pour les ENR et en plus l'Algérie, donc et, je vous ai dit l'hydrogène absolument. Vert. Et l'Algérie a lancé donc dans le même temps donc à la fois donc l'électrosolaire. Pour le gradient éolien, je suis moins, mais dans l'électrosolaire, on est parmi le premier gisement du monde. Exactement. Et donc ça va obtenir des effets qui vont nous permettre d'avoir, si vous voulez, des systèmes décentralisés et peut-être à un moment donné, lorsque les technologies vont évoluer, avoir donc des systèmes plus intenses en production énergétique. Mais pour le moment, donc je pense que c'est une politique qui est en train de donner ses fruits. L'hydrogène, du point de vue économique, si vous voulez, mais même du point de vue technologique, les électrolyseurs posent encore un problème pour ceux qui l'utilisent. Nous avons donc au niveau des tarifs, des prix, des problèmes liés aussi aux conditions de stockage. Et donc, par exemple, lorsqu'on signe avec les pays de l'Union européenne, puisqu'on en a parlé, on est d'accord donc qu'on puisse être un exportateur net d'hydrogène sous réserve qu'ils participent non seulement au corridor, au transport entre notre point d'exportation et à travers la Méditerranée, mais qu'ils mettent aussi la main à la poche dans les investissements qui sont là où ils se produisent, c'est-à-dire, puisque c'est je parle de l'hydrogène vert, ils seront produits à partir de l'électrosolaire dans le Sahara, avec les coûts de transport et de stockage. Alors tout ça fait que des problèmes sont à mûrir. On ne va pas se lancer tête à l'avant, donc là,
Là, et c'est pour ça que nous devons être extrêmement détendus sur ces questions-là. Alors, sur la feuille de route tout à fait, la feuille de route. Donc, on a une stratégie à double détente. Exactement, voilà. Donc, on développe les énergies carbonées parce qu'elles ont encore un avenir, y compris d'ailleurs l'AIE dit 2050, mais d'autres disent 2060, 2070. Donc, d'autres gisements pourront peut-être d'ici là peut-être au centenaire, lorsque les prochaines générations vont fêter le 100e anniversaire de notre indépendance, il y aura encore des hydrocarbures à exploiter et pourquoi pas à trouver. Donc, ceci dit, je veux dire qu'il doit y avoir une double détente. Donc, en mettant l'accent aussi sur les énergies renouvelables. Donc, et c'est pour ça que cette question, à mon avis, doit être traitée avec beaucoup de finesse et non pas de façon un peu épidermique. Très bien, merci Mostafa Mekidesh. Mohamed Bacha, alors vous en parliez tantôt, en 2024, les États-Unis et la Chine se sont un peu regardés en chien de faïence sur le plan économique, chacun scrutant les faux pas de l'autre, malgré, il faut le dire, une légère amélioration sur le plan des rapports commerciaux, marquée par une visite de la secrétaire au Trésor américaine, secrétaire au commerce, américaine Janet Yellen à Pékin. Pourtant, 2025 risque de tout remettre à plat, et ce, dès le 20 janvier prochain. Oui, je pense que on parlait tout à l'heure du marché de l'énergie, qui n'est pas un marché à concurrence pure et parfaite. Donc forcément, c'est un marché où les enjeux géostratégiques jouent un rôle très important et les acteurs parfois ne sont pas ce qu'on croit. Les États-Unis jouent un rôle pivot à l'échelle mondiale à ce niveau-là. Donc la Chine et les États-Unis cumulés représentent pratiquement 50% du PIB mondial. Donc c'est des enjeux qui sont extrêmement importants sur le plan économique et qui peut, le fait que les États-Unis recherchent forcément un vis-à-vis concurrentiel à l'échelle mondiale, ils ont choisi la Chine, mais maintenant il faut qu'ils règlent le problème de la Russie. Oui. Je pense que dès que le problème de la Russie sera réglé, on risque de voir une guerre économique éclater entre les Chinois et les Américains. Mais tant que le problème russo-ukrainien n'est pas réglé, il est fort probable que les Américains vont tempérer leur ardeur vis-à-vis de la Chine. Malgré les annonces faites déjà par Donald Trump. Je pense que Donald Trump cherche à régler le problème ukrainien, l'Ukraine, pour se tourner effectivement vers la guerre qui lui convient, c'est la guerre économique, qui est dans son tempérament et son profil, donc avec la Chine. Mais se tourner contre la Chine, je pense que le jeu n'est pas gagné d'avance. L'Europe risquera-t-elle, selon vous, absolument, de faire les frais d'un nouveau choc des titans entre la Chine ? Absolument, et je pense que les Américains vont y penser à plusieurs fois de suite avant d'engager une véritable guerre contre les Chinois, dont une grande partie des chaînes de valeur mondiale dépendent. Et en plus, ils détiennent la dette américaine. Oui. Et alors que là, 30%. Tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Ouais. Donc, je pense que les changements, tu as tout à fait raison de le souligner, les changements ne vont pas être des ruptures. Ouais. Il va y avoir un deal qui va être passé. Absolument, et je pense que le deal est déjà passé en partie. Et donc, on attendra les annonces qui se feront à ce niveau-là. Donc, la Chine n'est pas un morceau facile, de toute façon, qui peut être digéré aussi facilement. Et probablement, M. Sini l'a déjà montré dans une de ses communications, la Chine est prédite à être la puissance mondiale du futur. Donc, on y verra de plus près avant d'aller vers ce type de conflit, qui sont le conflit qu'a engagé la Russie. Il ne faut pas oublier que la Russie fait partie de l'enjeu géopolitique occidental. Par définition, depuis les années 1880 avec Mackinder, on sait que les Occidentaux considèrent que leur ennemi éternel, c'est la Russie. Oui. Et que l'ensemble de ceux qui contribuent à son containment, donc y compris l'Ukraine, qui est considérée depuis la nuit des temps comme étant le point pivot de containment de la Russie. Oui. Et pour eux, c'est le véritable ennemi qu'il faut contenir coûte que coûte. Et finalement, ils ne pourront passer à leur conflit, à leur tête-à-tête avec la Chine, que s'ils règlent réellement le conflit territorial qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Et je pense qu'il sera en bonne voie à partir du mois de janvier-février. On assistera, je pense, à des aspects de résolution qui sont très importants à ce niveau-là. Et si ça se résout véritablement, il faudra s'attendre à un bras de fer assez dur entre les Chinois et les Américains. Très bien. Nazim Sina, alors de quelle manière l'arrivée de Donald
Trump pourrait-elle remodeler les rapports économiques entre régions, mais aussi entre différents acteurs économiques mondiaux, indépendamment du programme qu'il a défendu lors de sa campagne, selon vous? Rapidement, s'il vous plaît. Mais écoutez, il faut savoir que Donald Trump a une doctrine qui lui est chère depuis qu'il est arrivé la première fois à la Maison-Blanche. C'est que c'est quelqu'un qui conçoit l'économie sous son spectre à lui, sous le spectre des intérêts américains. Donc il n'est pas fervent du multilatéralisme, des relations bilatérales. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à ériger des barrières protectionnistes, tarifaires et non tarifaires. Et je suis persuadé qu'il les mettra à exécution. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Donald Trump gère les États-Unis comme on gère une entreprise. Il pense qu'il est dans une compétition avec des concurrents qu'il doit absolument balayer, écarter de son chemin. Et il est persuadé aussi, il est habité par cette mission qui consiste à croire que le salut des États-Unis viendra de l'intérieur de ses frontières et non pas de son commerce extérieur. Et donc, il n'hésitera pas à faire du dumping social, du dumping technologique, au détriment de ses partenaires, surtout européens, on l'a dit. Je pense qu'ils seront les grands perdants de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Très bien, Mostafa Mekidash, rapidement avant de passer au dossier national qui nous intéresse également. Alors l'année, vous l'avez dit, 2025 a connu déjà son premier fait majeur. Il concerne le secteur de l'énergie avec l'expiration de l'accord de transit permettant au gaz russe d'être acheminé vers certains pays européens de l'Union européenne via l'Ukraine. La Slovaquie est concernée en premier chef. Va-t-on assister à une troisième année de soucis énergétiques majeurs pour l'Europe qui, semble-t-il, sort grandement perdante du conflit pour lequel elle a sacrifié ses intérêts économiques, il faut l'avouer. Je ne sais pas si c'est les experts de la Sonatrach qui avaient anticipé le fait, c'est que nous venons de signer avec la Slovaquie. Exactement. À partir donc du... Avec la République tchèque, je crois. Pas avec la Slovaquie. Avec la Tchéquie, c'est la Slovaquie. Très bien. La Tchécoslovaquie est divisée en deux. Il y a la Tchéquie. Nous avons signé avec la Slovénie et la Slovaquie. Bon point pour la division prospection de... oui, parce que donc, le contrat a été signé. Nous allons donc la Sonatrach va approvisionner donc... Là, donc, la Slovénie, c'est déjà fait par... mais la Slovaquie, à partir du gazoduc qui va vers l'Italie, et donc avec même une prolongation potentielle vers l'Autriche. Et donc ça, c'est déjà acquis. Donc ce que je veux dire, c'est que nous sommes présents sur ce marché. L'Algérie est présente sur les marchés européens du gaz depuis plusieurs décennies. Elle a noué, donc elle a construit sa crédibilité sur le très long terme. Et je ne crois pas que les dernières... parce qu'un journaliste m'avait interrogé sur ça, je n'ai pas répondu parce que ce n'était pas encore acté. Le fait que le président Trump dise maintenant, le gaz naturel, le GNL, je vais le vendre en Europe à un prix pour que vous puissiez diminuer le déficit commercial que vous avez avec nous. Exactement. C'est ce qu'il a dit. Exactement. Le problème, c'est que ça va être plus difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que, donc, il y a déjà donc, des niveaux de prix, des acteurs qui sont déjà présents en Europe à des prix compétitifs et qui sont fiables. Et puis, en plus, je vous cite la déclaration du ministre de l'énergie du Qatar. Il a dit, si vous nous descendez les prix, nous, on va aller en Asie. Exactement. Donc, le rapport de force, quel que soit, donc, c'est du GNL, donc c'est donc la flexibilité est moins importante et la présence des acteurs fait que donc c'est l'économie de marché en dernière analyse qui va trancher. C'est ce que je voulais dire sur cette question. Très bien, merci Mostafa Mekidash. Alors, en ce qui concerne l'économie algérienne, l'année 2024 s'est inscrite dans la ligne de la poursuite des réformes entamées par le gouvernement, des réformes structurelles nécessaires lancées sous l'impulsion du président Abdelmadjid Tebboune. Une orientation économique qui commence à donner ses fruits. L'Algérie a aujourd'hui un taux de croissance supérieur à 4% avec un secteur des investissements complètement revitalisé. Ses performances sont saluées aujourd'hui par le FMI et la Banque mondiale, entre autres. Messieurs, qu'avez-vous pensé de la copie rendue par l'économie nationale en 2024 et comment, plus important, capitaliser les acquis enregistrés et continuer d'avancer en 2025 ? Mohamed Bacha. Oui, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que l'économie algérienne, on peut considérer qu'elle a rendu une bonne copie pour 2024. La croissance est relativement intéressante par rapport aux années passées où pendant presque une vingtaine d'années, elle a gravité autour de 1%, 1,5%. Donc à 4%, l'économie se revigore, effectivement. C'est un élan qui a déjà été pris depuis déjà 1 an ou 2 ans et qui continue.
Tout ce qu'on espère, c'est qu'il se consolide. L'inflation est relativement maîtrisée, toutes choses égales par ailleurs, comme diraient les économistes. En tout état de cause, globalement, le taux d'inflation a connu une certaine... il a décru. Donc, il serait de l'ordre de 5% pour 2024, alors qu'il a avoisiné les 9 à 10% en 2023. Même si, entre parenthèses, on peut aussi discuter la manière de calculer le taux d'inflation chez nous, qui reste encore sur des modèles de calcul qui sont un peu surannés et qui ne répondent pas forcément à la réalité de la consommation des ménages dans notre pays. Mais en tout état de cause, ce qui est aussi rassurant, c'est le comportement du secteur agricole, qui a réussi à maintenir un cap qui n'est pas négligeable. Le président Abdelmejid Tebboune a donné un chiffre par rapport à la production du secteur agricole en 2024, 37 milliards de dollars. Absolument. Donc c'est un secteur qui relativement a gagné en confiance. Lorsqu'on gagne en confiance, les investisseurs ont tendance donc à gagner en confiance, donc à investir sur des choses qui ne ramènent pas de l'argent immédiatement, donc qui ont un temps de maturation. Et c'est ça la croissance qui se construit. Donc le fait qu'on ait réduit un certain nombre d'importations dans le domaine agricole a beaucoup aidé les agriculteurs à miser sur la production et donc sur l'investissement. Et cela a été extrêmement intéressant à voir. Mais globalement, notre économie fait face encore à des défis structurels importants qu'il convient de poser et qu'il convient aussi de relever pour véritablement consolider cette croissance et faire en sorte que notre économie se diversifie et qu'on sorte de la dépendance d'hydrocarbures pour entrer de plein pied dans le développement industriel et technologique qui est notre vœu à tous. Et si vous voulez, tout à l'heure, on pourra donner quelques pistes de réforme pour peut-être 2025. Bien entendu, Mohamed Bachar Nazim-Sini. Non, je trouve que les chiffres qui ont été enregistrés par notre économie étaient très encourageants. Notamment sur l'année 2024, avec des réserves de change qui ont progressé, un taux de croissance qui a été supérieur à 4%. Nous sommes entrés officiellement, d'après les données du FMI, dans le top 3 des économies africaines. Ça aussi, c'est une performance à saluer. Et puis, surtout, moi, je noterais des secteurs d'activité qui ont connu une véritable reprise. Le domaine pharmaceutique, le secteur industriel, notamment dans l'industrie électrotechnique, le secteur agro-industriel aussi, agroalimentaire. Il suffit de faire un petit tour à la foire de la production nationale pour voir vraiment la vigueur de notre production locale qui intègre de plus en plus de composants fabriqués en Algérie. Ça aussi, c'est un élément moteur qui montre que notre économie est en train de se diversifier progressivement. En parlant de l'industrie agroalimentaire, l'Algérie a même eu un best-seller en 2024, Exactement. La fameuse pâte à tartiner, sans citer sa marque pour qui a connu un succès phénoménal. Et puis aussi, moi, je noterais la reprise du secteur des services où se situent justement les gains de productivité qui permettent de booster la croissance économique. Mais effectivement, moi je rejoins ce qui a été dit sur le plateau, c'est qu'il nous reste de nombreux défis pour faire en sorte que ces 4% ne soient pas une croissance éphémère, mais plutôt une croissance consolidée, qui soit pérennisée dans le temps, parce que c'est ce qu'il va falloir, si vous voulez, lorsque vous aspirez à devenir une puissance économique régionale, vous aspirez à absorber le chômage endémique des jeunes, que vous aspirez à moderniser vos infrastructures, il faut un taux de croissance qui est aussi entre 5 et 7% durant plusieurs exercices. Ça sera le défi des prochaines années prioritairement. Mostafa Mekidash, comment capitaliser justement les acquis enregistrés en 2024 et continuer à avancer en 2025? C'est le plus important. Mais je voudrais juste, donc rappeler qu'en fait, que le point d'inflexion est finalement la sortie de la nasse d'une croissance molle qu'on avait, même si lorsque les recettes étaient à plus de $100 et qu'on avait des recettes d'hydrocarbures plus importantes. On n'arrivait pas à atteindre les 4%. Alors ça a été fait depuis 2003, je rappelle, attention. Donc c'est deux exercices consécutifs à plus de 4% de croissance. Ça témoigne déjà que peut-être c'est un facteur structurel et non pas conjoncturel. Alors donc on a un certain nombre d'éléments qui peuvent le garantir. Et pour le futur, c'est-à-dire que nous n'avons pas bénéficié encore des externalités en termes de croissance, des investissements qui ont été faits et qui vont entrer en production d'ici 2030. Et dont on pourra tirer les premiers fruits. Non, je vais être très clair, je pense à la pétrochimie. Les produits pétrochimiques, pour moi, ce n'est pas les hydrocarbures, c'est de l'industrie. Parce que, que ce soit le LAB, le linéaire alkylbenzène, qui est un intrant pour les détergents, que ce soit le polyéthylène,
Et je ne parle pas des engrais azotés. Exactement. Et des engrais, des engrais phosphatés. Dans les deux cas, on les coche. Donc à la fois. Donc, alors ça, et je ne parle pas également des mines qui ont été mises en œuvre et du projet de lithium qui a été annoncé par le ministre tout récemment, en charge de l'énergie. Alors tout ça fait que, en plus, si vous voulez, des investissements qui ne sont pas visibles parce qu'ils ne sont pas macro. Donc en général, on considère que ce n'est pas important, alors que c'est important. En plus du fait que nos statistiques la mesurent, et que la mesure, et Bacha ne va pas me contredire sur ça, que la mesure, si vous voulez, de l'activité industrielle privée n'est pas complète, n'est pas exhaustive. Oui. On a celle du secteur public, mais on n'a toujours pas les réalisations. Il y a un effet d'éviction, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'aspect fiscal qui inquiète nos investisseurs. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on fait tout ça, on s'aperçoit que le nouveau trend dans lequel nous sommes installés maintenant, de 4%, va non seulement durer, mais se consolider. Alors il y a des insuffisances encore à traiter en termes, si vous voulez, d'institutions au sens économique du terme. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'on ait, si vous voulez, donc un dialogue entre les bâtisseurs, les investisseurs et ceux qui sont en charge de l'administration économique au sens large. Là, nous avons des insuffisances en termes à la fois d'analyse, de prévision. Tout à l'heure, on parlait des investissements qui sont, par exemple, sur les investissements, il faut qu'ils soient sous contrainte de prix et de coûts, y compris les IDE. C'est-à-dire, avant que je puisse donner mon accord sur les IDE, il faut que je sache et que j'ai des études qui démontrent qu'il y a un retour sur l'investissement. Mais direct, et puis ensuite on s'aperçoit que c'est un investissement échoué dans le pire des cas, ou bien un investissement qui n'a pas une rentabilité suffisante. Parce que nous avons des avantages comparatifs. Et de ce point de vue-là, je voudrais juste noter pour les auditeurs, considérer l'électricité, l'énergie comme étant, si vous voulez, un facteur concurrentiel à des limites. Et j'ai observé avec beaucoup de plaisir la circulaire qui a été faite par le ministre en charge de l'énergie de plafonner au niveau des tarifs qui sont consentis aux nouveaux investisseurs dans le domaine des industries qui sont fortement consommatrices d'énergie, de plafonner de sorte qu'on renégocie les prix lorsque vous voulez ajouter. Je pense l'exemple de Tosaili, qui fait de l'acier de façon compétitive. Mais il est compétitif aussi parce que le prix de l'énergie qu'il a est subventionné. Donc à partir du moment où tu veux faire une deuxième unité à Béchar, il faut que tu payes un peu plus. On négocie avec toi, on ne te met pas... mettre un seuil et ça pose le problème du tarif de l'énergie dont il faut sortir parce qu'il est gaspillé dans certains cas. 30 secondes avant de passer à Mohamed Bacha. Non, je voulais juste ajouter un autre indicateur qui montre une vigueur de la reprise économique, c'est le nombre de créations d'entreprises qui a progressé de plus de 15%, alors qu'ailleurs dans le monde, on assiste à des défaillances d'entreprises. Là aussi, ça vous montre que quelque part, il y a un vrai espoir dans l'économie du pays, avec une reprise justement des créations de très petites structures, TPE, mais aussi de PME. Merci Nazib Sini pour cette précision. Pas moins, Mohamed Bacha, justement, Mustafa Bekidej vous tend la perche, pas moins de 10 000 projets d'investissement ont été enregistrés, je dis bien enregistrés, au niveau de l'API. Le train de la diversification est lancé. Au-delà des mesures entreprises par le gouvernement, faudra-t-il faire justement en 2025 que faudra-t-il faire, pour que ce train ne s'arrête pas et puisse attirer sur son chemin d'autres secteurs, notamment ceux de l'avenir? Vous en avez parlé très rapidement, s'il vous plaît. Notre économie, effectivement, a besoin de vigueur pour pouvoir rester sur le long terme, en termes de développement et de capacité. Le professeur Sini a cité un taux de 7%. Moi, je serais encore plus exigeant. Nous devons arriver à un taux de 10% sur des périodes très longues, de 15-20 ans, pour pouvoir multiplier au moins par 2 ou 2,5 notre PIB à l'horizon 2035. Il y a un cap qui a été fixé pour 2027 par le président de la République. Rappelons-le, c'est 400 milliards de dollars. Absolument, mais pour arriver, il faut absolument que notre croissance s'accélère. Pour s'accélérer, moi je pense qu'il y a des éléments structurels qu'il faut revoir. D'abord, l'accord d'association avec l'Union européenne. Qui va être révisé, rappelons-le, à partir de janvier 2025. Il faut absolument qu'on le revoie. Il a été fait dans des conditions spécifiques d'Algérie qui avait besoin de relancer sa place à l'échelle mondiale à un moment donné. Mais maintenant, je pense que l'accord est caduc et qu'il a produit de toute façon des effets négatifs qu'on pouvait accepter à un certain moment. Je pense qu'on ne peut pas les accepter tout le temps.
Le deuxième secteur, à mon avis, qu'il faut absolument réformer, c'est le secteur de l'éducation. Vous savez que nous avons le temps scolaire parmi les plus faibles de la zone MENA. Nous sommes à peu près 7000 heures par élève, ce qui est extrêmement faible par rapport à des pays même limitrophes, la Tunisie ou la France, qui sont à 8000 et à 8500, ou à d'autres pays du Golfe, qui sont presque à 10 000 heures. Oui, très bien. Donc, on a un souci majeur. Le deuxième souci par rapport à l'éducation, je souhaiterais qu'on puisse installer, dans les délais les plus rapprochés, le Conseil national de l'éducation et de la formation, qui a été prévu par la réforme de 2013, mais qui n'a toujours pas été mis en place. Et en même temps, peut-être réfléchir à une restructuration institutionnelle du pilotage du secteur de l'éducation pour essayer de mettre sous le même chapeau, sous le même égide, le secteur de l'éducation primaire, secondaire et même la formation supérieure et la formation professionnelle pour qu'on puisse avoir une véritable stratégie de formation de nos jeunes à des horizons qui vont arriver très rapidement à l'horizon 2030 ou 2035. C'est pas dans 10 ans, c'est demain. Merci pour ces quelques pistes, Mohamed Bacha. Monsieur Mostafa Mekida, je voulais ajouter quelque chose. On a 5 secondes. 5 secondes. Il ne faut pas oublier aussi donc la réforme bancaire et financière. Et qui est déjà en cours. Absolument. Et puis la projection de l'Algérie en termes de système bancaire dans son environnement dans lequel elle doit aller exporter, je pense. Donc au système bancaire qui doit être présent dans l'Afrique subsaharienne et également en Europe. Merci. Merci à vous, messieurs les experts. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine. L'actualité se poursuit sur Al24 News.